Est-ce que vous saviez que Cars, Ratatouille, Toy Story, Vice Versa, Les Indestructibles, Nemo et tous les films Pixar se déroulent en réalité dans le même univers? Que tous les petits détails qui se cachent un peu partout dans chacun de ces films sont en fait là pour nous faire comprendre un message caché. Ce mystère qui est présent depuis les premiers films Pixar se cache sous nos yeux depuis le début, mais presque personne ne l'a remarqué. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la plus grande théorie sur les films Pixar, cette théorie qui relie tous les films, plus connue sous le nom de la théorie Pixar. Tout commence il y a 65 millions d'années avec le voyage d'Arlo. Au début du film, si vous vous souvenez, on voit un astéroïde qui sort de son orbite au cœur d'une ceinture d'astéroïdes. Ce dernier prend alors la direction de la Terre et vu sa taille, lorsqu'il va frapper notre planète, ça sera sûrement la fin de l'ère des dinosaures. L'astéroïde s'approche alors de la Terre, il s'embrase en entrant dans l'atmosphère et là, l'astéroïde rate de peu la Terre. Si pour beaucoup, lorsque vous avez vu cette scène, vous n'y avez pas forcément prêté attention, et pourtant il s'agit tout simplement de la création de l'univers Pixar. Mais alors, pourquoi? Car tout simplement, c'est cet événement qui différencie notre univers de celui de Pixar et qui va entraîner tous les changements par la suite, avec des animaux qui parlent, des super-héros, des robots, etc. En effet, dans notre univers, il y a environ 65 millions d'années, un astéroïde d'un diamètre entre 10 et 80 km s'est abattu sur Terre, marquant la fin du Crétacé et donc la fin de l'ère des dinosaures. Et donc dans l'univers Pixar, cet événement n'a pas eu lieu et ça va tout changer. En effet, dans le voyage d'Arlo, puisque les dinosaures n'ont pas disparu, ils ont pu se développer. On les voit alors pratiquer l'agriculture, ils construisent des maisons, etc. Les dinosaures sont alors l'espèce la plus intelligente sur Terre, et c'est à ce moment que le film introduit la première apparition des humains avec Spot. On voit alors que Arlo est bien plus intelligent que Spot, même s'il s'avère quand même plutôt doué. D'ailleurs, le voyage d'Arlo met en avant un premier point important pour la théorie Pixar. En effet, dès le début, Pixar nous explique que, laissés à eux-mêmes, les animaux peuvent devenir aussi intelligents que les humains à partir du moment où on laisse le temps à l'intelligence de se développer. Dans ce cas-là, tous les animaux qui ne sont pas domestiqués, que ce soit les rats, les insectes ou encore les êtres vivants sous l'eau, peuvent développer une intelligence, mais à l'inverse, ceux qui sont domestiqués, par exemple les poules dans le voyage d'Arlo, semblent être bien moins intelligents. Gardez bien ça en tête, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Mais malgré tout ça, les dinosaures finissent par être menacés par la météo. Les ptérodactyles ne savent plus chasser et les T-Rex sont en manque de nourriture tout le temps. On remarque alors une sorte de symbole lorsque Arlo confie Spot à une famille humaine pour l'adopter. Ces humains semblent se développer rapidement, avec de la fourrure à la place de feuilles pour les habits, et ils commencent à marcher debout et non plus à quatre pattes. C'est une sorte alors de passage de flambeau, montrant l'ascension de l'humanité alors que les dinosaures semblent sur le déclin, montrant aussi l'importance que jouera l'homme dans l'avenir de la Terre. Un peu comme si les dinosaures ne pouvaient pas échapper à leur destin, qui était de disparaître. Avançons dans le temps et dirigeons-nous vers le 10e siècle. Si je vous dis un film Pixar qui se déroule au Moyen-Âge, est-ce que vous l'avez? En effet, on va maintenant s'intéresser à Rebelle. Dans Rebelle, nous découvrons aux côtés de Mérida l'existence de la magie. Une magie capable de résoudre ses problèmes, mais qui finit par transformer sa mère en ours. Dans le film, on découvre la magie dans l'atelier de la sorcière, avec par exemple un balai qui se passe tout seul, un corbeau capable de parler, ou encore des portes qui se ferment toutes seules. On voit que la sorcière sait se servir de cette magie, et on peut alors se dire qu'elle en est à l'origine, et que c'est donc la créatrice de cette magie. Mais en réalité, pas du tout. Et comment on le sait? Tout simplement parce qu'on voit à un moment ces ustensiles de cuisine se retourner contre elle, laissant penser qu'ils ont une sorte de conscience indépendante de la sorcière. On apprend en fait que cette magie tire ses origines de mystérieux feux follets. Quoi qu'il en soit, avec Rebelle, Pixar intègre cette mystérieuse magie. Et vous allez voir, vous n'êtes pas prêt de voir à quel point Rebelle a une bien plus grande importance que ce qu'on pourrait imaginer. Si on récapitule, on vient de découvrir les deux protagonistes majeurs de la théorie Pixar, les animaux et les humains. Mais le troisième et dernier protagoniste de l'univers Pixar va faire son entrée avec les machines et plus précisément l'intelligence artificielle. Pour ça, on va bien avancer dans le temps pour arriver au milieu des années 50 et 60. À cette époque, la Terre est rongée par la délinquance. Heureusement, pour faire face à ça, le monde peut faire confiance aux super-héros qui tentent de maintenir l'ordre et la paix à travers le monde. Et oui, nous voilà maintenant au cœur du film Les Indestructibles. Dans ce film, on rencontre la famille Indestructible avec Monsieur Indestructible, Elastic Girl, Violette, Flèche et Jack-Jack. Et on fait aussi évidemment la connaissance avec Frozen. On peut alors se demander comment les pouvoirs des super-héros sont apparus et quel est le lien avec la théorie Pixar. Déjà, pour les pouvoirs, certains suggèrent que la magie des feux follets introduite dans Rebelle peut être manipulée par certaines personnes de manière innée. Ce qui explique pourquoi à l'époque seule la sorcière pouvait l'utiliser, mais avec le temps et plusieurs générations, la magie des feux follets s'est propagée et certains humains peuvent aujourd'hui s'en servir comme la famille Indestructible. Vous n'êtes pas convaincu? On verra une autre possibilité pour la source de ces pouvoirs un peu plus tard dans la vidéo. Mais dans Les Indestructibles, ce qui nous intéresse vraiment est lié à un événement clé du film. En effet, vous vous souvenez sûrement lorsque Monsieur Indestructible remet les idées en place à son plus grand fan, Buddy Pine, qui deviendra par la suite Syndrome. Et ben avec cette simple altercation,
Monsieur Indestructible a changé le cours de l'histoire Pixar pour toujours, avec aucun retour en arrière possible. En effet, après cet événement, Syndrome s'enferme chez lui et finit par inventer l'intelligence artificielle. Les omnidroïdes sont alors créés, qui sont des sortes de robots tueurs contrôlés par l'IA. Au final, les machines finissent par se retourner contre Syndrome. Les Indestructibles réussissent malgré tout à vaincre les robots, mais pas l'intelligence artificielle, qui vient donc d'être introduite dans cet univers et qui va tout changer. Toujours dans les années 50-60, on va maintenant faire un petit tour du côté de l'Italie, et plus précisément de la petite ville de Porto Rosso, avec le film Luca. Dans ce film, on découvre un élément clé de la théorie Pixar, l'existence des monstres marins. Et là vous allez me dire comment on va faire le lien entre les Indestructibles et Luca. C'est assez simple. Vous vous souvenez, à la fin de Luca, les habitants de Porto Rosso sont étonnés par la révélation de l'existence des monstres marins, mais ils ne sont pas non plus complètement choqués. Ils l'acceptent finalement très rapidement, et on peut leur se demander pourquoi ils n'ont pas l'air si choqués de découvrir quelque chose d'aussi magique. Tout simplement parce qu'ils sont déjà habitués à la magie avec l'existence des super-héros et de leurs pouvoirs. En effet, on sait que les super-héros sont présents partout à travers le monde à cette époque grâce à la fin du film Les Indestructibles 2. Donc en réalité, la magie est intégrée dans l'esprit de la plupart des humains et rien ne semble vraiment étonnant maintenant. D'ailleurs, dans ce film, on a deux autres éléments clés pour notre théorie. Est-ce que vous vous souvenez des poissons dans Luca? Ils ont l'air assez stupides, pourtant, dans le monde de Nemo, les poissons sont intelligents. La question c'est de savoir pourquoi. Tout simplement parce que les poissons dans Luca ont été domestiqués par les monstres marins, et comme on l'a vu tout à l'heure avec le voyage d'Arlo, tous les animaux domestiqués perdent leur intelligence et tous les animaux en liberté peuvent développer leur intelligence. Et oui, je vous l'ai dit, tout est lié. D'ailleurs, en parlant des mondes marins de Pixar, vous n'avez pas remarqué à quel point la mer dans Luca est parfaitement propre et non polluée, tout simplement parce que nous sommes justement dans les années 50, à une époque où la pollution n'est pas encore trop présente. Ce qui est d'ailleurs un argument de plus dans la chronologie des films. Et regardez juste dans le monde de Dory, la pollution sous l'eau est bien présente, mais bon ça, on va y venir. On va faire maintenant un petit bond dans le temps pour arriver à la fin des années 90 et au début des années 2000, à notre époque donc, et pour bien débuter cette période, on va s'intéresser à une histoire de jouets avec Toy Story. En Toy Story, la première question qu'on se pose avec la théorie Pixar, c'est de savoir comment les jouets peuvent-ils prendre vie. Et ce qui est drôle, c'est que malgré le fait que Toy Story est le premier film Pixar à avoir été créé, les bases de notre théorie existaient déjà, comme si Pixar avait tout prévu depuis le début. En effet, on sait très bien comment les jouets prennent vie, puisque c'est tout simplement grâce aux humains. Et là, on ne parle pas juste d'imagination, on parle de quelque chose de bien plus profond, les sentiments et les souvenirs. Et oui, ce qui donne vie aux jouets, c'est la puissance des sentiments humains et de leurs souvenirs. Si vous faites partie des gens qui trouvent que cette idée tombe un peu de nulle part, je vais vous poser une petite question. Quelle est la plus grande peur des jouets? Que leur enfant ne joue plus avec eux et les oublie. En effet, pour s'épanouir et même pour vivre, les jouets ont pour obligation d'être aimés par un enfant et que celui-ci se rappelle d'eux. Dans le cas où le jouet est oublié par l'enfant, celui-ci perd toute vie. Rappelez-vous juste de Siffly dans Toy Story. C'est ce petit pingouin que Woody retrouve derrière des livres dans la poussière. Celui-ci est malade tout simplement parce que Andy commence à l'oublier. Les humains sont donc l'énergie des jouets. Le pouvoir de la mémoire et des sentiments a la capacité de donner vie aux choses grâce à une potentielle part de magie en chacun des humains. Et on va en apprendre plus sur les origines de cette magie chez les humains juste un peu plus loin. D'ailleurs, avant de continuer, il est important de noter que cette théorie a été inventée par John Neroni, un blogueur américain qui en a même écrit un livre, et cette théorie a été aussi grandement travaillée par la chaîne YouTube américaine de Super Carlin Brothers. N'hésitez pas à la fin de la vidéo d'aller voir leur travail, je vous mets des liens dans la description. Restons au début des années 2000, mais cette fois, allons faire un petit tour vers le courant est-australien dans le Pacifique, aux côtés de Nemo, Dory et Marin. Dans le monde de Nemo, on observe que les animaux continuent de développer leur intelligence en parallèle des humains. Et oui, je dis bien en parallèle car dans ce cas-là, les poissons ne sont pas domestiqués par les humains, ce qui, d'après notre théorie, explique pourquoi ils sont intelligents contrairement à des animaux domestiqués. Et là, les plus grands connaisseurs de l'univers Pixar vont me dire que dans le monde de Dory, on apprend que justement Dory est née en captivité dans un aquarium au sein de l'Institut de la vie marine et que pourtant, malgré sa maladie rare sur son trouble de la mémoire immédiate, Dory est très intelligente. Et ben en fait, il y a une énorme différence entre la captivité et la domestication. Contrairement aux poules du voyage d'Arlo ou aux poissons dans Luca, Dory n'est pas domestiquée par les humains, mais en fait elle vit juste en captivité dans un aquarium avec ses parents. Elle n'a pas de contact direct avec les humains. D'ailleurs, à l'inverse, certains expliquent que les capacités plutôt incroyables que possède Dory, comme par exemple pouvoir parler aux baleines ou même lire, vient du fait qu'elle a justement été en contact avec des baleines, mais aussi qu'elle a pu observer les comportements humains et donc apprendre à lire. D'ailleurs, on voit un exemple de ça avec Astrid, l'étoile de mer dans l'aquarium du dentiste, qui a aussi cette rare capacité de pouvoir lire, puisqu'elle a toujours les yeux rivés sur les humains. Et justement, le développement d'animaux de plus en plus intelligents va avoir une grande importance par la suite. Avec le monde de Nemo et le monde de Dory, on découvre aussi que les humains sont une réelle menace pour les poissons, que ce soit en capturant Nemo puis Dory, et en emprisonnant plusieurs poissons dans le cabinet du dentiste. D'ailleurs, ce qui est assez incroyable avec la théorie Pixar, c'est que des centaines de théories viennent s'ajouter à elle pour la confirmer. Et l'une de mes théories préférées se trouve justement dans le monde de Dory. En effet, vers la moitié
moitié du film, lorsque Marin et Nemo se retrouvent dans un aquarium à l'extérieur de la boutique de cadeaux, on observe un poisson en plastique qui se déplace. Puis tout d'un coup, ce poisson se met à taper sur le verre de l'aquarium en pointant la direction du chemin à emprunter pour permettre à Marin et Nemo de s'échapper. Cette théorie explique alors que ce poisson en plastique serait en fait un jouet vivant, comme on peut le voir dans Toy Story, qui tente d'aider Nemo et Marin, mais qui ne doit pas se montrer car trop de gens regardent l'aquarium. Et cette théorie montre donc un lien direct entre le monde de Nemo et Toy Story. Et je trouve vraiment que cette théorie, elle est incroyable. D'ailleurs, l'un des points majeurs que l'on découvre aussi dans le monde de Dory, c'est la pollution engendrée par les humains. En effet, à un moment dans le film, on voit Nemo, Dory et Marin traverser une décharge sous-marine, montrant alors que la pollution est de plus en plus présente sur Terre, en passant des eaux claires de Luca à une décharge dans le monde de Dory, et ça va avoir un impact très important pour la suite de cet univers. On comprend alors que l'humain peut à la fois permettre aux animaux de développer encore plus rapidement leur intelligence, mais qui en même temps est une réelle menace pour eux, que ce soit avec leur capture, mais également avec la pollution qu'il engendre. Mais justement, en parlant de pollution, est-ce qu'il n'existe pas des animaux qui se nourrissent de ça? Et oui, les rats. Et pour ça, on va aller faire un petit tour chez nous, en France, et plus précisément du côté de Paris, avec Ratatouille. Tout comme Dory, dans Ratatouille, Rémi est une preuve du développement rapide de l'intelligence des animaux lorsqu'ils sont en contact avec la culture humaine. En effet, Rémi souhaite cuisiner tout comme le fait Gusto, et pour ça il se met même à travailler aux côtés des humains, ce qui lui permet de devenir le plus grand chef de la planète. Mais malgré tout, au début du film, on observe bien à quel point la famille de Rémi considère les humains comme une menace, tout comme dans le monde de Nemo. D'ailleurs, puisqu'on est dans Ratatouille, vous vous souvenez forcément du chef Skinner, ce petit chef toujours énervé et qui tente de chasser Rémi tout au long du film. Mais vous ne vous êtes jamais demandé ce qu'il devient après avoir appris que les animaux sont capables de faire des tâches complexes telles que la cuisine, mieux que ne le font les humains. Imaginez 2 secondes que le chef Skinner ait parlé de cette nouvelle autour de lui et que celle-ci soit arrivée aux oreilles d'un certain Charles Muntz, l'antagoniste de là-haut, qui après avoir pris connaissance de cette rumeur, a eu l'idée d'inventer des dispositifs capables de décrypter les pensées des animaux, notamment de chiens errants qu'il a trouvés durant ses expéditions, grâce à des colliers traducteurs. Dans quel but? Retrouver Kevin, l'oiseau exotique qui l'obsède tant. D'ailleurs, Kevin est un oiseau en liberté, et pourtant il a l'air complètement stupide, ce qui va complètement à l'encontre de notre théorie. Mais est-il vraiment stupide? En réalité, pas du tout, puisque ça fait des années qu'il réussit à ne pas se faire capturer par Charles Muntz. Cet oiseau exotique est censé être un animal préhistorique qui, selon la théorie Pixar, est devenu incroyablement intelligent, ce qui est montré par le fait qu'il réussit à échapper à Muntz pendant des années malgré les technologies qu'il utilise. Ce qui est d'ailleurs, encore une fois, un exemple de la menace que sont les humains pour les animaux. Dans là-haut, au-delà de Kevin, on continue de voir des animaux intelligents capables de réaliser des tâches humaines. Quand je dis ça, je pense aux chiens de Muntz, qui sont littéralement capables de conduire des avions. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi les chiens de Charles Muntz possèdent une intelligence alors qu'ils sont domestiqués, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas nés comme ça, mais qu'ils ont été trouvés par Charles Muntz durant ses explorations. En parallèle de tout ça, on a un acteur majeur mais invisible qui se développe en arrière-plan. En effet, au début des années 2000, les super-héros ont pratiquement tous disparu et l'humanité semble donc vulnérable. Mais rappelez-vous, depuis les événements de Syndrome dans les années 50 avec les Indestructibles, l'intelligence artificielle est présente sur Terre, pourtant on ne voit aucune trace d'elle. Enfin presque. Et justement, là-haut introduit l'un des personnages les plus importants pour la suite de la théorie Pixar, By and Large, alias BNL. En effet, vous vous souvenez forcément quand une entreprise veut à tout prix acheter la maison de Carl Fredricksen au début de là-haut. Et bien cette entreprise, c'est la BNL. Et là maintenant, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que cette entreprise au doux nom de BNL? Et bien en fait, au lieu de prendre le contrôle des humains par la force, l'intelligence artificielle a décidé de dominer le monde en créant une société sans visage nommée By and Large ou BNL. Retenez bien ce nom car on va rapidement en reparler. On vient de faire un lien entre le monde de Nemo et le monde de Dory avec Ratatouille, puis entre Ratatouille et là-haut. Mais quel est le film en lien direct avec là-haut? Et bah c'est assez simple, mais en même temps c'est assez subtil. En effet, dans là-haut, lorsque Carl s'envole avec ses maisons et ses milliers de ballons, il passe devant la chambre d'une petite fille. Et dans cette chambre, qui est-ce qu'on voit en bas à gauche du lit? Lotso, l'un des personnages principaux de Toy Story 3. Et c'est pas du tout le seul lien entre là-haut et Toy Story. Par exemple, on a aussi le pins Grab Soda que Ellie donne à Carl au début de là-haut, qui se retrouve dans une pub dans Toy Story 1, mais aussi directement dans Toy Story 4 lorsque les moutons de Bo lui ramènent une capsule qui est tout simplement cette même capsule. Et dans la bande d'annonce de Toy Story 3, on voit aussi une carte postale écrite par Carl et Ellie Fredricksen devant le bureau d'Andy. Allons donc faire un rapide petit tour du côté de Toy Story 3 et Toy Story 4. Déjà dans Toy Story 3, lorsque Buzz l'éclair se fait attraper par Lotso et ses jouets, ces derniers finissent par lui ouvrir son cache à piles. Et quelle marque peut-on voir sur celle-ci? La BNL, évidemment. Dans Toy Story 4 cette fois, lorsque Woody retrouve Bo la bergère, à un moment on peut voir les piles de
sa voiture, qui sont des piles, et oui toujours de la BNL. Grâce à ces indices, on se rend compte que la BNL se développe en arrière-plan, que ce soit en créant des piles dans Toy Story, ou en tant qu'entreprise de construction dans là-haut. Et vous allez voir, ce n'est que le début. En continuant d'avancer au cœur de la théorie Pixar, il reste encore 3 films que nous n'avons pas évoqués et qui se déroulent à notre époque. Et pour découvrir leur lien avec notre théorie, commençons par Vice Versa. À première vue, on se dit qu'il est difficile d'intégrer Vice Versa à la théorie, et pourtant ce film est littéralement l'une des plus grandes bases. Dans Vice Versa, on comprend enfin la puissance des souvenirs, et on découvre surtout la source de l'énergie humaine que nous cherchons depuis les prémices de notre théorie. Grâce à Riley et ses émotions, on comprend enfin le concept qui explique que la mémoire humaine a la capacité de donner vie aux choses. Et c'est pour cette raison que les jouets dans Toy Story prennent vie, et pourquoi ils ont peur d'être oubliés, car c'est les émotions et surtout la mémoire des humains qui leur donnent vie, comme on l'a vu, leur propriétaire et leur source de vie. Est-ce que vous vous souvenez du personnage de Bing Bong dans Vice Versa 1? Celui-ci finit par disparaître à partir du moment où Riley l'oublie, comme les jouets dans Toy Story, mais aussi comme les morts dans Coco. Et oui, rappelez-vous, dans Coco, les morts qui vivent donc dans le royaume des morts peuvent revenir une fois par an dans le monde des vivants durant El Dia de los Muertos. Et pour ça, la seule et unique façon est qu'un portrait d'eux soit déposé sur l'ofrenda de la famille. Il faut donc que les vivants se souviennent des morts pour qu'ils restent d'une certaine manière en vie. On voit même dans le film le concept de seconde mort lorsque les morts se font oublier par les vivants. Pour faire le parallèle avec Vice Versa, il suffit d'une orbe de souvenirs chez les vivants pour permettre aux morts de traverser vers le monde des humains et donc de continuer de vivre en eux. Et là encore une fois, les fans de Pixar vont me dire que c'est bien sympa tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait de Saul? Et oui, pourquoi dans Saul, Joe Gardner ne se retrouve pas dans le monde des morts présenté dans Coco? Et bah la réponse elle est en fait assez simple, tout simplement parce qu'il ne vient pas du Mexique et ne pratique aucune tradition mexicaine. On le voit bien dans Coco, tous les habitants du monde des morts viennent du Mexique et traversent le pont pour El Dia de los Muertos qui a lieu principalement au Mexique. Donc en réalité, le monde des morts de Coco, avec le pont qui traverse vers le monde des vivants, est simplement l'interprétation de la part des Mexicains du tapis roulant qu'on voit dans Saul. Les Mexicains croient tellement à ce monde que leurs émotions et leurs souvenirs ont littéralement créé ce monde à travers leur interprétation. Leur mémoire collective crée ce monde à travers leurs souvenirs. On revient toujours à la puissance de la mémoire et des émotions des humains. Et dans d'autres pays où les croyances sont différentes, l'interprétation est différente aussi. Et donc dans Saul, on voit l'au-delà d'une manière plus basique avec la fameuse lumière au bout du couloir. Avec Coco et Saul, on a 2 films qui expliquent plus en profondeur les fondements expliquant la puissance des émotions et des souvenirs des humains. Mais malgré tout, avec eux, on garde un certain point d'ancrage avec une histoire qui se déroule à notre époque. Mais il existe un film qui va encore plus loin dans les fondations de la théorie Pixar et qui pourrait même être à l'origine de tout. Ce film, c'est Élémentaire. Et même si à première vue, ça semble difficile de faire un lien entre ce film et la théorie Pixar, car il n'y a ni humains, ni animaux, ni machines, en réalité, ce film est bien plus important qu'il n'y paraît et a d'ailleurs un lien direct avec Vice Versa. Dans Élémentaire, Flack et sa famille représentent l'élément de l'eau, ils sont donc bleus évidemment, et ils passent leur temps à pleurer et sont très émotifs. Et l'émotion qui se rapproche le plus d'eux dans Vice Versa, c'est tristesse qui est aussi bleue. A l'inverse, Flamme et sa famille représentent le feu, ils sont donc rouges et perdent facilement leur sang-froid en s'énervant, et ça ne vous rappelle pas un certain Colère, qui est aussi rouge et qui représente donc la colère? D'ailleurs dans Élémentaire, à certains moments, Flamme devient violette, et si à première vue on croit que c'est parce qu'elle s'énerve énormément, on comprend en fait que c'est quand elle a peur, et de quelle couleur est peur dans Vice Versa? Violet. Enfin, quand Flack dit à Flamme qu'il l'aime, la couleur de Flamme tend énormément vers le jaune qui représente évidemment joie. On comprend donc grâce à ce parallèle que les éléments sont en fait la source des émotions. Mais les éléments créent aussi des souvenirs. En effet, dans le film, elle finit par brûler le sable autour d'elle et le transforme en verre et même en globe de verre qui représente en réalité un souvenir de son passé. Elle crée donc un souvenir en créant un lien avec Flack et ce globe de verre rappelle énormément les orbes de souvenirs dans Vice Versa. D'ailleurs, à la fin du film, Flamme et Flack finissent par se toucher la main et l'eau et le feu finissent par se réunir, provoquant un nouveau changement et c'est exactement ce qui se passe dans Vice Versa 2. Les souvenirs deviennent plus complexes avec des mélanges d'émotions. D'ailleurs, selon certaines personnes, si les éléments s'expriment trop chez certaines personnes, ça peut leur donner des super pouvoirs et donc devenir des super-héros, expliquant donc peut-être les pouvoirs des indestructibles, le feu avec Jack Jack, l'eau avec Frozen, etc. Donc si on va au plus profond des émotions, c'est l'amour qui crée l'énergie, qui crée les souvenirs, qui alimente tout dans l'univers Pixar. Et lorsque Flamme et Flack se touchent pour la première fois, si comme c'est expliqué dans le film, c'est réellement la première fois, Élémentaire pourrait alors être le point de départ de toute la théorie Pixar, avec les éléments qui se réunissent pour créer de l'énergie, et donc littéralement créer l'univers Pixar. Et donc Élémentaire est carrément au-delà de la chronologie de la théorie Pixar, puisque le film peut se placer au tout début, puisqu'il est à l'origine de tout. Bon, revenons quand même dans la chronologie de notre théorie. On vient de voir ce qu'il se passe au début des années 2000 dans la théorie Pixar. Mais maintenant, on va faire un bond dans le futur, entre l'an 2057 et 2105, avec le film Wall-E. À cette époque, les humains ont fini par entièrement polluer la planète, au point qu'elle n'est plus vivable. À la fin du 21e siècle, le monde a
profondément changé. Au-delà du fait que la Terre est devenue inhabitable, la société en elle-même a drastiquement changé, que ce soit l'alimentation, l'énergie, le divertissement et même le gouvernement mondial, tout est contrôlé par une seule et unique méga entreprise. Et oui, rappelez-vous, la BNL se développait en arrière-plan dans là-haut et dans Toy Story. Aujourd'hui, la BNL a tout simplement pris le contrôle sur tous les humains, une sorte de méga société unique qui vend tous les produits, crée toutes les émissions télé et contrôle même le gouvernement. Le slogan de la BNL étant « Nous nous occupons de tout ». Donc au final, il ne s'en cache même pas. À cause de la pollution, l'humanité est obligée de quitter la Terre à bord d'énormes vaisseaux spatiaux, en laissant juste derrière eux les robots Wall-E qui doivent tenter de nettoyer la Terre. Les humains quittent alors la Terre pendant 700 ans, laissant derrière eux une planète sur laquelle toutes les espèces animales ont disparu et où il ne reste plus que des machines sans vie. Ou peut-être pas. Nous voilà à présent entre l'an 2110 et 2804. Alors là, accrochez-vous car si vous n'avez pas vu venir ce qu'il va se passer, ça va peut-être vous faire un choc et à partir de maintenant, votre cerveau va chauffer de plus en plus jusqu'à la fin de la théorie. On se retrouve donc sur notre pauvre planète bleue, qui n'a de bleu aujourd'hui plus que son nom, délaissée par les humains et où seules les machines peuplent le monde. Et là, quand je vous parle de machines, vous pensez évidemment aux petits robots mignons comme Wall-E. Pourtant, moi je vous parle plutôt de machines à 4 roues. Et si les films Cars se déroulaient en réalité sur notre planète, alors que tous les humains sont partis? Et là, vous avez sûrement des dizaines de questions qui se bousculent dans votre tête. Pourquoi dans les films Cars, la Terre n'a pas l'air polluée? Comment les voitures auraient-elles pu prendre vie? Pourquoi les personnages ressemblent à des humains mais sous la forme de voitures? Et pourquoi ont-ils des dates similaires à notre monde? Ne vous inquiétez pas, on va répondre à chacune de ces questions. Déjà, concernant le fait que la Terre n'est pas polluée, c'est vrai que quand on voit la Terre dans Wall-E et quand on voit la Terre dans Cars, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, dans Cars, on voit bien de la végétation, alors que dans Wall-E, Eve trouve une seule preuve de la vie végétale avec la plante de Wall-E dans sa botte. Et pour répondre à cette question, on a 3 arguments. Déjà, lorsqu'on regarde Wall-E, on ne voit en réalité jamais cette époque où les humains quittent la Terre. On ne voit que les événements 700 ans après leur départ, donc on ne connaît pas vraiment l'état de la Terre au départ des humains. Il est possible que les machines aient renvoyé les humains justement pour lutter contre la surpopulation et réparer l'environnement sans eux. Mais finalement, l'effet inverse s'est produit et les machines ont fini de vider les ressources de la Terre, expliquant pourquoi les robots auraient complètement abandonné la Terre, laissant seulement Wall-E sur place. Ou alors c'est les robots eux-mêmes qui avaient pour objectif de détruire la Terre, car l'objectif de la BNL étant que les humains ne reviennent jamais sur Terre, puisque c'est bien plus simple pour l'entreprise de les contrôler sur l'Axiom. Deuxième argument, peut-être que les robots Eve sont envoyés dans des zones où c'est sûr qu'ils ne trouveront pas de végétation, toujours dans le même objectif pour la BNL. Troisième argument, et le plus solide, on ne peut pas connaître l'état de la planète de manière globale, puisqu'à chaque fois qu'un droïde Eve revient avec une preuve de la vie végétale sur Terre, l'IA est programmée pour cacher la découverte pour ne jamais revenir sur Terre. Comme par exemple on peut le voir avec Otto, l'autopilote de l'Axiom, qui tente d'empêcher Wall-E et Eve de montrer la vérité au commandant, montrant alors la volonté des machines de garder les humains dans cet état pour se nourrir de leur énergie et n'ayant jamais eu pour objectif de rentrer sur Terre. Donc au final, sur ce laps de temps de 700 ans, les voitures ont très bien pu prendre vie. Mais comment savoir qu'il ne s'agit pas plutôt d'une réalité alternative? Dans tous les films Cars, on retrouve les endroits que l'on connaît sur notre planète, que ce soit la route 66 dans Cars 1, mais aussi dans Cars 2 quand les voitures partent en Europe, et notamment à Paris, où l'on voit la Tour Eiffel, le Louvre, etc. Ou encore au Japon, montrant clairement que tout cela se passe sur la Terre que nous connaissons. Imaginons alors que oui, en effet, les événements de Cars se déroulent sur notre planète alors que les humains sont partis. Mais alors, comment les voitures ont-elles pu prendre vie? Et pourquoi ont-elles des noms et des personnalités qui ressemblent aux humains? Comment ont-ils leurs propres dates qui ressemblent en fait à nos dates? Est-ce que ce sont des IA créées par la BNL? En réalité, les voitures prennent vie de la même manière que les jouets. Et alors, pourquoi les voitures n'ont-elles pas pris vie quand les humains étaient là, contrairement aux jouets? Déjà, il faut se rendre compte que les jouets sont conçus pour prendre vie avec l'imagination des enfants, que ce soit un cow-boy ou un ranger de l'espace, avec par exemple Woody et Buzz l'éclair. Les jouets ont une personnalité ancrée en eux, mais ce n'est pas le cas pour les voitures qui ne sont pas conçues pour ça. Elles n'ont en fait pas de personnalité à la base. En fait, la personnalité des voitures provient de la personnalité de leur ancien propriétaire, avec leurs souvenirs, mais vu par le prisme d'une voiture. C'est pour ça que chaque voiture a des comportements très humains, mais vu encore une fois par le prisme d'une voiture. Et les voitures prennent vie dans l'ordre chronologique où elles ont été créées. C'est pourquoi on voit d'anciennes générations de voitures apprendre aux nouvelles générations, comme par exemple avec Doc Hudson et Flash McQueen, puis ensuite Flash McQueen avec Cruise. Jusque là, on peut y croire, mais je suis d'accord, il y a encore quelques points qui sont un peu bancals. Mais on retrouve un argument solide dans Luca. Et là, vous allez sûrement vous dire que la théorie part complètement en vrille et qu'elle m'est sûrement bien trop montée à la tête, mais en fait, pas du tout. En effet, vous ne vous êtes jamais demandé qu'était-il arrivé au père d'Alberto dans Luca. En effet, on en sait assez peu sur lui, si ce n'est son nom, Bruno. Et pourquoi Bruno? Qu'est-ce que Alberto ne fait que de répéter à Luca? Silenzio Bruno!
qui est cette voix dans sa tête qui lui dit de ne pas faire des choses dangereuses. Et qui est-ce qui devait dire à Alberto de ne pas faire des choses dangereuses quand il était enfant? Son père, Bruno. Et dans Cars 2, on retrouve un personnage se nommant Bruno Motoro, qui est le chef de l'équipe française de Raoul Saroul, et ce Bruno Motoro serait en fait la version voiturisée du père d'Alberto. En effet, Bruno Motoro, c'est un personnage qu'on ne voit presque jamais dans Cars 2, et pourtant on en sait beaucoup sur lui, ce qui est quand même assez étrange. En effet, on sait qu'il joue de l'accordéon, qu'il aime les balades romantiques le long de la Seine, et son film préféré est Le moteur du docteur Motoro, qui est une référence au film L'île du docteur Moreau, qui parle d'un homme qui crée des hybrides humains-animaux, comme des monstres marins par exemple. Dans cette description, on nous dit qu'il aime les balades romantiques au bord de la Seine. Bon, vous le savez sûrement, mais la Seine c'est un fleuve français. Mais est-ce que vous saviez que c'est aussi un type de pêche, la pêche à la Seine? Et ce type de pêche, c'est exactement celui qu'on retrouve dans le film Luca. Est-ce que ça serait une coïncidence? Ça paraît un peu gros quand même. L'histoire serait alors que l'humain Bruno aurait capturé la mère d'Alberto, qui était un monstre marin. Il serait alors tombé amoureux et aurait eu Alberto, mais malheureusement sa mère serait décédée, peut-être à cause des humains de Porto Rosso. Bruno aurait alors élevé seul son fils, Alberto, au bord de l'eau, mais à la surface, car lui n'est pas un monstre marin, et ce qui expliquerait aussi pourquoi Alberto ne vit pas sous l'eau. Donc Cars et Luca sont liés. Je suis presque sûr que celle-là vous ne l'aviez pas vu venir. Mais la dernière question qui reste en suspens, c'est pourquoi les voitures de Cars ne sont pas là quand les humains reviennent sur Terre dans Wall-E? Et bah tout simplement parce qu'elles ont disparu. Et pourquoi elles auraient disparu? Et ben on trouve la réponse dans Cars 2. En effet, dans ce film, on nous explique qu'il y a une crise énergétique avec l'énergie fossile qui crée le carburant pour les voitures. Les voitures sont donc dépendantes de cette énergie, et malgré le fait que dans ce film, les voitures tentent de trouver des solutions, on peut imaginer qu'à long terme, les voitures ont épuisé toutes les solutions et ont fini par disparaître avec la fin des énergies nécessaires. Bon, revenons un peu vers les humains que l'on voit dans Wall-E, et à première vue, dans Wall-E, on se dit qu'il n'y a qu'un seul vaisseau qui se nomme l'Axiom. Celui-ci devrait alors embarquer toute l'humanité, et là, clairement, on a un problème, parce que malgré le fait que le vaisseau paraît énorme, c'est totalement impensable qu'il puisse embarquer les quelques 10 milliards d'êtres humains qui vivaient sur Terre en 2100. En réalité, il y a plusieurs vaisseaux qui sont partis aux quatre coins de l'univers pour préserver justement l'espèce humaine. Et parmi tous ces vaisseaux spatiaux, si je vous disais que l'un d'entre eux s'est écrasé sur une planète extraterrestre magique. Et c'est là qu'on arrive tout droit vers le film En Avant. Déjà, dans le film En Avant, on se rend compte que toute la technologie utilisée par les habitants de cette planète extraterrestre ressemble à l'identique à nos technologies humaines qui viennent de la Terre. Et vraiment, la probabilité que des extraterrestres développent aussi la télé, le smartphone, les voitures, les péages, exactement comme nous, est beaucoup trop faible. Et si je vous disais plutôt que l'un des vaisseaux qui a embarqué l'humanité dans Wall-E s'était écrasé sur cette planète? Et là, on a deux possibilités, une plutôt marrante et une plutôt terrifiante. La première possibilité est que les humains se sont écrasés sur cette planète et qu'à cause de l'atmosphère, ils ont subi des mutations les transformant et ont réussi à manipuler la magie de cette nouvelle Terre. Deuxième possibilité, lorsque les humains se sont écrasés sur cette planète, soit personne n'a survécu au crash, soit les extraterrestres les ont tous tués et ont fini par récupérer les technologies humaines à l'intérieur du vaisseau. Ce qui explique pourquoi toutes les technologies sont similaires. Et pour voir le plus gros argument de cette théorie sur En Avant, parce que jusque-là c'est assez simple, je suis d'accord, il faut se diriger vers l'affiche du film. En effet, sur celle-ci, on voit une grande montagne. Regardez-la bien, elle est juste ici. Et si en fait ce n'était pas vraiment une montagne? Si on prend un vaisseau similaire à l'Axiom, qu'on le fait se promener tranquillement dans l'espace, quand tout d'un coup, bim, le vaisseau s'écrase à la verticale sur cette planète. Vous allez remarquer que la forme de la montagne est étrangement, énormément similaire à la silhouette d'un vaisseau comme l'Axiom que l'on voit dans Wall-E. Et c'est donc là l'argument majeur pour le film En Avant, avec cette montagne qui serait en réalité un vaisseau recouvert avec les années par la végétation, et prouvant qu'un vaisseau de la BNL s'est écrasé sur la planète de En Avant. Revenons maintenant aux événements dans Wall-E, parce qu'en effet on vient de voir là la période entre 2105 et 2800, parce que les humains ont quitté la Terre, mais dans Wall-E on est en l'an 2804, et les humains s'apprêtent à revenir sur Terre. Première question qu'on peut leur se poser, pourquoi Wall-E est le seul robot survivant sur Terre? On a vu une première possibilité en expliquant que les autres robots ont quitté la Terre, soit car la Terre semblait condamnée, soit car il n'avait jamais été question de vraiment revenir sur Terre. Mais alors, comment Wall-E, lui, a survécu? Et ben au-delà de l'énergie solaire qui est sa source d'énergie principale, Wall-E est fasciné par la culture humaine, ce qui lui a permis de développer sa personnalité, et c'est cette passion et son amitié avec le cafard qui lui ont permis de continuer à s'épanouir et à conserver sa personnalité. Il se souvient de l'époque où les humains et les machines vivaient en paix, loin de toute cette pollution. Wall-E est donc spécial, et c'est cette particularité chez lui qui va le mener à libérer les humains, qui vont ensuite reconstruire notre société sur Terre. Pour la suite, on peut se tourner vers le générique de fin de Wall-E, où il est possible d'observer la chaussure qui contient les derniers végétaux se transformer en un arbre puissant et majestueux. Mais avec cet arbre, vous n'avez pas un air de déjà vu? En effet, nous voici maintenant en 2898, et ce grand et majestueux arbre abrite à présent la colonie d'insectes de Mille et une pattes. Et oui, encore une fois, tout est lié. Et comment être sûr que Mille et une pattes se déroule bien après Wall-E?
Eh bien, rien n'est sûr, mais on a quand même de nombreux détails qui expliquent ça. Déjà pour commencer, l'arbre est très similaire à celui qu'on a vu dans Wall-E, comme on vient de l'expliquer. Mais on a également le fait que l'humain n'apparaît pas dans Mille et une pattes, car il reste en réalité peu d'humains sur Terre. Et pour expliquer ça, on a deux possibilités, soit parce que seuls les humains de l'Axiom sont revenus sur Terre, ce qui représente peu de monde à l'échelle de la planète entière, soit parce que malgré les efforts avec le retour des humains sur Terre, l'état fragile de notre planète bleue, qui n'est plus si bleue d'ailleurs, se serait à nouveau retourné contre les humains. Peut-être car ils n'ont pas réussi à repeupler la Terre, ou alors à cause d'une pandémie, ou autre chose. Dans Mille et une pattes, on peut également voir que les insectes sont très intelligents, contrairement aux oiseaux par exemple. Et quel est le seul être vivant dans le film Wall-E? Un cafard, donc un insecte. Donc les insectes auraient survécu à cette catastrophe sur Terre et auraient donc eu le temps de développer une intelligence supérieure, expliquant comment les insectes ont réussi à développer une société complète basée sur l'ancienne société humaine, avec des villes, des bars, etc. Cette société est bien plus développée que ne l'est la société des poissons dans Nemo, ou encore que celle des rats dans Ratatouille, montrant que nous sommes bien plus tard dans le temps. Enfin, pour prouver que Mille et une pattes se déroule bien loin dans le temps, on sait qu'à notre époque, les fourmis vivent entre 4 mois et 2 ans maximum. Pourtant, dans le film, les fourmis font allusion à leur présence depuis longtemps, en expliquant que cela arrive chaque année. Une fourmi dit même qu'elle a de nouveau 90 ans, et ça pourrait marcher si on part du principe que les insectes sont devenus plus robustes, notamment avec l'évolution et la mutation des gènes. Si on récapitule donc, on a Wall-E qui ramène les humains sur Terre, l'arbre planté devient l'habitat des personnages de Mille et une pattes, mais avec le temps, le peu d'humains et d'animaux qui restent sur Terre subissent des mutations sur des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années, pour enfin devenir des monstres. Alors là, va falloir s'accrocher parce qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la vidéo, la théorie va à la fois être de plus en plus folle, mais à la fois avoir de plus en plus d'arguments qui nous confirment que tous les films Pixar sont liés. Partons pour ça à une époque lointaine, très lointaine, entre l'an 3100 et 5201. À cette époque, la Terre n'est plus ce qu'elle était par le passé et tout est bien différent. Et pour mieux voir à quoi ressemble cette nouvelle Terre, dirigeons-nous vers le film Monstres et compagnie. Et oui, Monstres et compagnie se déroulerait en fait sur notre planète entre 1000 et 3000 ans après notre ère. La civilisation des monstres se trouve sur Terre dans un avenir incroyablement lointain. Et alors là, vous allez encore avoir 1000 questions qui vous viennent en tête, mais ne vous inquiétez pas, on va répondre à chacune d'entre elles. La première question est de savoir comment les monstres sont arrivés sur Terre. Et pour ça, on a plusieurs possibilités. Chacune a ses arguments, donc vous pourrez choisir celle que vous préférez. Premièrement, les monstres pourraient être en réalité des animaux personnifiés, comme on peut le voir dans Nemo, Ratatouille, etc., mais qui avec de nombreuses mutations causées par une Terre malade et irradiée pendant des siècles, auraient fait naître ces monstres. En effet, les monstres ressemblent énormément à des animaux mutés, plus grands et civilisés. Mais alors dans cette hypothèse, qu'est-il arrivé aux humains? Et bien il est possible que les animaux et les machines aient oublié qu'ils avaient besoin des humains et s'en sont débarrassés, ne réalisant pas leur erreur jusqu'à ce que tous les humains disparaissent. Une autre possibilité est que les humains n'auraient pas survécu aux radiations de cette Terre malade, ou alors qu'une pandémie aurait éclaté, faisant disparaître les humains de la Terre. Deuxième hypothèse est que personnellement je préfère, car selon elle, Wall-E et Eve ont bien réussi à ramener les humains sur Terre, et ils n'ont pas fait tout ça pour rien, car selon cette théorie, les monstres de Monstres et compagnie seraient en fait des humains génétiquement modifiés. Et là, soit on prend la version simple et on se dit que c'est à cause des radiations de notre Terre malade, soit on va chercher une réponse plus profonde dans Luca. Et oui, encore Luca. En effet, on sait que les humains ont quitté la Terre à bord de vaisseaux spatiaux dans Wall-E, mais cela ne signifie pas que les monstres marins sont eux aussi partis, ou qu'ils ont disparu. Les 2 tiers de la planète sont recouverts d'eau, les monstres marins ont donc pu se réfugier dans les fonds marins et survivre pendant 700 ans, et une fois que les humains sont revenus sur Terre, les monstres marins auraient pu sortir des océans, reprendre leur forme humaine. Grâce à la théorie du père d'Alberto, on sait que les monstres marins et les humains peuvent avoir des enfants, et donc potentiellement créer une nouvelle race de monstres qui au fur et à mesure des siècles devient la société que l'on voit dans Monstres et compagnie. Je sais que certains me diront que dans Monstre Academy, on apprend que l'université des monstres a été fondée en 1313, ce qui montre que Monstres et compagnie suit notre chronologie. Et ben en fait, pas du tout, puisque les monstres ont très bien pu réinitialiser la société et commencer à utiliser leur propre calendrier, expliquant alors que Monstres et compagnie pourrait se dérouler au minimum 1400 ans après Mille et une pattes. Dans tous les cas, peu importe l'hypothèse que vous préférez, puisque le problème majeur que l'on retrouve dans Monstres et compagnie est une crise énergétique qui touche Monstropolis. Et pour quelle raison il y a cette crise? Et ben pour ça, rappelez-vous tout ce qu'on a dit durant cette vidéo. C'est les humains qui sont la source d'une énergie mystérieuse, donnant vie aux objets comme dans Toy Story, et qui est nécessaire aux machines, expliquant pourquoi celles-ci gardent les humains en captivité dans Wall-E. Le problème, c'est que dans Monstres et compagnie, les humains tels qu'on les connaît, ils n'existent tout simplement plus. Donc plus d'humains, plus d'énergie. Avec le temps, les monstres se sont alors rendus compte que les émotions et les souvenirs humains étaient leur source d'énergie principale et ont donc tenté de trouver un moyen de pouvoir à nouveau entrer en contact avec eux. Et comment faire? À travers des portes magiques. Sauf que ces portes, depuis toujours, on se dit qu'elles mènent vers un monde parallèle qui est notre monde, donc le monde des humains. Mais maintenant qu'on sait que Monstropolis se trouve sur Terre des milliers d'années après notre époque, on se rend alors compte que les monstres n'ont pas trouvé le moyen de voyager à travers des mondes parallèles avec leurs portes, mais ils ont appris à voyager dans le temps. Et oui, pour entrer en contact
contact avec des humains, les monstres ont juste créé une machine à voyager dans le temps à une époque où les humains existaient encore sur Terre. Et pour ça, ils se servent de leur porte qui voyage à travers l'espace et le temps. Donc si on résume, dans Monstres et compagnie, les monstres voyagent dans le temps pour récolter de l'énergie à une époque où les humains vivaient sur Terre, et lorsque les monstres franchissent les portes, ils entrent dans le monde humain, mais le monde humain est en réalité le leur il y a plusieurs milliers d'années en arrière. Mais alors là, on a une autre question qui se pose, pourquoi les monstres ont peur des humains dans Monstres et compagnie? Une hypothèse explique que les monstres ont créé des portes pour voyager dans le temps, mais ont réalisé que jouer avec le passé pouvait modifier le futur et potentiellement effacer leur existence en changeant l'histoire. C'est pourquoi les dirigeants d'entreprise ont fait croire aux monstres traversant le temps que les humains sont toxiques et viennent d'une autre dimension, rendant très dangereux le fait d'interagir trop longtemps avec eux. D'ailleurs, dans Monstres et compagnie, on trouve une réponse à une question qui reste en suspens depuis le début de cette vidéo, c'est que depuis tout à l'heure on parle de l'existence de monstres marins, mais comment peuvent-ils exister? D'où viennent-ils? Et ben on trouve une réponse grâce à Monstres et compagnie. Vous vous rappelez forcément dans le film, quand Bob et Sully se font bannir de Monstropolis, ils se retrouvent avec l'abominable homme des neiges dans l'Himalaya. Et ben on peut facilement imaginer qu'un monstre a été banni de Monstropolis, qui n'a pas réussi à revenir dans son présent et qui est donc resté coincé dans le passé. Avec le temps, il a fini par se croiser avec d'autres espèces, finissant par créer les monstres marins que l'on voit dans Luca. Bon, au final, les monstres alimentent leur société avec de l'énergie humaine, et notamment grâce aux émotions des humains. Vous voyez, on y revient toujours aux émotions des humains, et justement, à la base, les monstres, ils utilisent les cris des enfants. Mais à la fin du film, ils se rendent compte que le rire est bien plus puissant. Pourquoi ? Et ben on trouve la réponse dans Vice Versa. En effet, dans Vice Versa 1, regardez les souvenirs à long terme de Riley. 99% d'entre eux sont des moments de joie et de rire, montrant la puissance de ces émotions qui marchent donc bien mieux que la peur, au moins chez les enfants. Ils ont bien plus de souvenirs heureux, et donc on le voit, joie est l'émotion principale chez Riley. Vice Versa explique aussi pourquoi les enfants sont de meilleures cibles pour les monstres que les adultes, tout simplement parce que les souvenirs des enfants sont composés d'une seule émotion, alors que les souvenirs des adultes sont bien plus complexes, avec des émotions qui s'entremêlent et qui sont donc plus difficiles à récolter. D'ailleurs, cette notion de souvenir avec des émotions bien plus complexes est le thème principal de Vice Versa 2, en voyant Riley arriver à l'adolescence avec l'arrivée de nouvelles émotions telles que anxiété, embarras, ennui et envie. Donc ce qui rend le travail bien plus difficile pour les monstres, qui privilégient donc de faire rire les enfants. D'ailleurs, il existe un autre lien entre Monstres et compagnie et Vice Versa, et ce lien, c'est Bing Bong. Vous vous rappelez forcément de ce personnage attachant que l'on découvre dans Vice Versa 1, et qui est présenté comme l'ami imaginaire de Riley, et si Riley n'avait pas inventé Bing Bong, mais que c'était plutôt son monstre qui a traversé sa porte. Bing Bang viendrait donc de Monstropolis, à une époque où les monstres ont compris qu'il fallait mieux faire rire les enfants, et donc Riley aurait beaucoup aimé ce Bing Bong, et en aurait alors fait son ami imaginaire dans son esprit. Et clairement, si on met Bing Bong à Monstropolis, ça ne choque personne, voire même c'est logique, il a sa place. Bon, au final, dans Vice Versa, on a cette scène tellement triste où Riley finit par oublier Bing Bong, qui disparaît alors de ses souvenirs. Tout comme les jouets dans Toy Story, mais aussi comme les morts dans Coco. Beaucoup font d'ailleurs le lien avec une ressemblance frappante entre la ville des morts et l'esprit des humains, notamment quand on voit toutes ces bibliothèques avec ses souvenirs dans l'esprit de Riley. Mais le plus grand des souvenirs sur l'ensemble des films Pixar se trouve dans Rebelle, et plus précisément dans l'atelier de la sorcière. En effet, dans cette scène, on retrouve juste ici une gravure sur un morceau de bois représentant Sully de Monstres et compagnie. Mais alors pourquoi? Comment la sorcière connaît Sully? Comment a-t-il pu arriver ici? Et comment la sorcière est capable de créer une sculpture en bois d'une voiture, et plus précisément le camion Pizza Planet que l'on découvre dans Toy Story, alors que Rebelle est censé se dérouler au Moyen-Âge, à une époque où, vous l'aurez compris, les voitures sont loin d'exister. Tout ça s'explique par un seul argument. Un argument qui est à la base de tout et qui permet d'expliquer l'entièreté de la théorie Pixar. Cet argument, c'est que la sorcière dans Rebelle serait tout simplement la même personne que Boo dans Monstres et compagnie. Et pour tous ceux qui pensent que cette théorie tombe de nulle part, vous n'êtes clairement pas prêts pour les arguments de cette théorie. Juste avant qu'on découvre la fin de cette théorie complètement folle, est-ce que vous saviez que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne? Et oui, je sais, c'est une stat complètement folle, donc si vous en avez l'envie, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur cette chaîne, on parle des secrets et des détails cachés dans les films Disney et Pixar, et aussi de théories autour de l'univers Disney et Pixar, donc merci à tous ceux qui s'abonneront. Si on revient à notre théorie, déjà, pour commencer, on sait que la sorcière dans Rebelle est obsédée par les ours. Et Sully ressemble énormément à un ours, en tout cas il lui ressemble énormément dans les souvenirs de son enfance qui lui restent. En plus de ça, comme on l'a vu, comment expliquer qu'elle sculpte le camion Pizza Planet en plein cœur du Moyen-Âge? Tout simplement car elle ne vient pas de cette époque, mais de notre époque. Retournons du côté de Monstres et compagnie, vers la fin du film, on voit Sully qui raccompagne Boo chez elle, et dans sa chambre, on voit une peluche de Jessie de Toy Story. Sauf que dans Toy Story 2, on apprend que Jessie fait partie d'une ancienne série télévisée fictive appelée Woody's Roundup, qui aurait été produite dans les années 50. C'est dans cette série qu'on découvre que Jessie, Woody, Pile Poil et Papy Pépite
Pete font partie du même univers. Imaginons alors que Boo est né dans les années 50, disons en 1955, l'année d'ouverture du premier parc Disney dans le monde en Californie, donc sous le nom Disneyland, donc un petit clin d'œil. Et si maintenant on avance dans le temps et qu'on se retrouve en 2002, que s'est-il passé de si particulier cette année-là dans l'univers Pixar? Et bah pour le savoir, dirigeons-nous vers le film Alerte Rouge, puisqu'en réalité la théorie explique que les événements qui se sont déroulés dans Alerte Rouge ont réveillé les souvenirs de Boo qui est devenue une adulte à cette époque. Et oui, forcément, alors que depuis tout ce temps, Boo imaginait que Sully était le fruit de son imagination, qu'elle avait créé cet ami imaginaire dans son esprit quand elle était enfant, lorsqu'elle a appris l'existence d'un ours magique, ça n'a fait qu'un tour dans sa tête. Son ami Sully a réellement existé et elle ne l'a pas inventé. D'ailleurs, à l'époque de Alerte Rouge, Boo devrait avoir 47 ans, l'âge d'avoir une adolescente qui lui ressemble énormément et qui a sur sa salopette des fleurs comme elle avait sur la porte de sa chambre quand elle était enfant. Et oui, Abby, l'amie de Maylee, serait en fait la fille de Boo et elle lui ressemble énormément. Et puisque Abby est la fille de Boo et l'amie de Maylee, Boo pourrait facilement avoir accès à de nombreuses informations concernant les ours magiques auprès de la famille de Maylee. En découvrant que cette magie est en fait réelle, Boo se lance alors à la recherche de son ami Sully. Et après de nombreuses recherches, elle finit par comprendre que Sully ne vient pas d'un monde parallèle, mais d'un futur lointain, très lointain. Elle se demande alors comment va-t-elle pouvoir trouver un moyen de voyager dans le temps, mais alors qu'un jour elle se rend avec sa fille Abby au cinéma pour découvrir un film retraçant l'histoire d'un des jouets préférés de Abby, Buzz l'éclair, elle découvre à l'intérieur la solution pour voyager dans le temps. Car oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le film Buzz l'éclair qui est censé exister dans l'univers de Toy Story, puisqu'il raconte l'histoire de Buzz l'éclair et donc dans notre univers Pixar, ce film raconte comment Buzz l'éclair se retrouve à voyager dans le temps alors qu'il tente de s'approcher de la vitesse de la lumière. Boo travaille alors sur cette idée de voyage dans le temps et un jour elle réussit à créer une machine lui permettant de visiter différentes époques. Le problème, c'est que Boo n'a aucune idée de l'époque à laquelle se trouve son ami Sully. Mais obsédé par l'idée de retrouver Sully, Boo commencerait alors à voyager à travers l'espace et le temps en cherchant désespérément son ami. Mais malheureusement, plus le temps passe, plus ses chances de retrouver son ami diminuent. Mais rappelez-vous de tout ce qui lie les films Pixar entre eux, les émotions et les souvenirs humains. Avec le temps, Boo sait pertinemment que ses chances de retrouver son ami se rapprochent de zéro. Mais elle sait surtout qu'une personne, que ce soit un humain, un jouet, un animal ou même un monstre, continue de vivre tant qu'il existe encore un souvenir de lui. Rappelez-vous le pont du monde des morts dans Coco, Bing Bong dans Vice Versa, les jouets dans Toy Story. Tant qu'il ne reste ne serait-ce qu'un souvenir, cette personne continue de vivre en nous. À partir de cette révélation, Boo a une nouvelle quête, faire tout son possible pour qu'elle se souvienne pour toujours de son ami Sully. Pour ça, elle décide alors de se rendre dans un passé lointain, à une époque où elle est sûre de pouvoir s'assurer que le futur se produira toujours de la même manière. L'objectif de Boo est que Sully ne soit jamais oublié. Son but étant alors qu'il y ait toujours une orbe de souvenirs qui se rappelle de lui. Et quel est le meilleur moyen pour ça? En se souvenant de quelque chose qui vient du futur et créant ainsi une boucle infinie où Sully n'est jamais oublié. Tant que Boo est à l'époque de rebelle, elle peut tout faire pour que les événements qui doivent se produisent et que la mémoire de Sully ne soit jamais oubliée. Alors Boo a-t-elle fini par retrouver Sully? On ne sait pas et on ne le saura peut-être jamais. Peut-être qu'en réalité, comme on l'a vu, Boo est retournée dans un passé aussi lointain pour s'assurer que l'avenir se produira toujours. Pour s'assurer qu'enfant elle rencontrera Sully et que plus grande elle apprenne l'existence d'ours magiques, puis qu'elle apprenne à voyager dans le temps pour créer une boucle infinie où Sully ne connaît jamais de mort définitive. Pourquoi? Car tous les films Pixar montrent l'importance de regarder vers le passé comme un guide pour le futur et que ceux qui ne sont pas oubliés ne sont pas vraiment partis. En Toy Story, la plus grande peur des jouets est d'être oublié. Dans le monde de Nemo, la quête de marin consiste à sauver Nemo, mais également à se souvenir de sa femme. Dans le monde de Dory, on voit la tragédie que c'est de perdre la mémoire. Dans Ratatouille, sauver la mémoire de Gusto est au cœur du film. Et dans Là-haut, Carl fait tout pour préserver la mémoire d'Ellie. Les souvenirs sont au cœur de tous les Pixar. Et c'est pourquoi Boo crée cette boucle infinie en retournant dans le passé avec des souvenirs du futur pour que Sully ne soit jamais oublié. Boo.